Mesdames et Messieurs les membres du Parlement ouamanistique, distingué Monsieur Bellinga au 50-25, bonjour, bonsoir. Donc bonjour, bonsoir selon le moment où chacun de vous regardera cette vidéo. Bien, je ne saurais commencer sans toutefois remercier ce sage, je dirais même ce patriarche qui se cache derrière cette plateforme. Donc je remercie comme ça celui-là même qui m'a permis et qui me permet d'être devant vous aujourd'hui, qui permet à ce que je communique avec les Camerounais de partout dans le monde. Donc il faut saluer ses efforts, son temps consenti pour prodiguer des conseils, pour échanger ses expériences personnelles avec les Camerounais. Bien, je ne saurais sortir sans énumérer quelques exemples qui m'ont marqué, à savoir que chaque Camerounais, où qu'il se trouve, doit promouvoir sa culture, doit promouvoir sa tradition, doit garder ses racines. Et en plus, il a permis que dans le futur, dans les années à venir, les Camerounais puissent se mettre ensemble, puissent avoir des relations plus facilement. Parce qu'il existait un problème de manque de dialogue. Et je crois que cette plateforme atténuera ou bien désamorcera cette bombe qui existait, et qui rendait les relations entre Camerounais difficiles. Bien. Donc le grand frère Waman, je regrette de t'avoir appelé CEO 50-25 ou Bellinga. J'aurais bien voulu t'appeler par ton nom. Mais je ne dois pas mentir, je ne connaissais pas. Donc j'ai fait ma petite recherche pour savoir exactement qui se cache derrière le Wapan. Hélas, n'ayant pas de données de base ou bien les éléments expérimentaux, je ne suis arrivé à rien. Donc, je crois l'occasion est pour moi. Donc, c'est le moment de saisir cette occasion avec tout le respect et la considération que j'ai pour toi, de pouvoir au moins se nous dire comment tu t'appelles. Parce que je sais que beaucoup de Camerounais sont dans la même situation que moi. Si on demande à beaucoup de Camerounais qui écoutent ta page, ils ne vont pas savoir ou bien ils ne pourront pas dire exactement qui tu es. Et cela, je trouve un peu dommage. Bien, on passe. En ce qui me concerne, je m'appelle Ngetsop et la prononciation en ma langue maternelle est Ngetsap, qui signifie en quelque sorte ne pas connaître d'étrangers, donc ne pas connaître la discrimination, sans publicité. Et le pronom que j'ai reçu de la colonisation, donc le pronom que j'ai hérité de la colonisation est Étienne. Bien, si je suis face à vous aujourd'hui, donc si je suis devant vos lampadaires, voilà, selon les thèmes du terre, c'est pour parler d'un problème d'actualité, qui est le virus Ebola. Voilà, je vais vous raconter ma petite histoire. Un de ces matins, je suis en train d'aller au campus. Il y a un ami, non, je dirais une connaissance étrangère, qui m'interpelle, il rit lors d'une salutation. Il me dit, il se peut que tu as encore poussé. Il a ri. Il dit, est-ce, donc en passant, je suis grande de taille. Et il m'a posé la question à savoir si c'était les gènes d'Ebola
qui me rendait si grand, qui me faisait pousser autant. Et il a ri. Moi-même, j'ai ri et j'ai dit, effectivement, c'est ces gènes-là qui me rendent fort et grand comme je suis. Et je lui ai dit, mon cher ami, un peu de compassion pour ces pauvres gens qui meurent, à cause de cette maladie, qui meurent ils n'ont pas choisi, en quelque sorte. Et je suis parti. Et il m'est revenu à l'esprit que, de par le passé, il y a eu certains de mes coéquipiers qui sont venus vers moi et ils m'ont demandé si la maladie avait atteint ma région. Et je crois aussi, comme on se débrouille, il y a à un boulot là, il y a quelqu'un aussi qui m'a approché et il m'a posé la même question. Et je me rappelle que les deux fois, je me suis empressé de dire non, comme Simon-Pierre avait régné Jésus à son époque. Voilà, tout ça m'est revenu à l'esprit et je me suis senti un peu, disons, un genre, quoi. Comme si j'avais régné ces gens-là, comme si les zones qui sont touchées n'appartenaient pas à l'Afrique. Dieu merci. Donc par la grâce de Dieu et des ancêtres qui veillent sur le Cameroun, l'épidémie n'est pas arrivée au Cameroun. Mais la vraie question à poser est ceci. Est-ce une raison? Est-ce une raison pour ignorer cette maladie, pour ignorer ces gens qui sont touchés? Est-ce pour autant dire que cela ne nous concerne pas? Bien au contraire. Bien, je vais parler un peu d'Ebola. Ce que c'est que Ebola. Bien, je sais que beaucoup d'entre vous, vous connaissez, vous êtes intéressés, vous êtes informés, vous savez ce que c'est qu'Ebola. Mais comme on dit toujours, la répétition est la mère de l'étude. Voilà, en fait, le virus Ebola porte le nom d'une rivière dans le nord de la République démocratique du Congo. Donc c'est dans cette zone du Congo Zaïre, dans la République démocratique du Congo, qu'on a eu le tout premier cas d'Ebola. Et ils ont profité donner le nom de cette rivière à la maladie, au virus Ebola. Et le premier cas a été découvert en 1976. Et en 1976, ça a touché 318 personnes. Et 220 en ont trouvé la mort. 220 ont succombé à la maladie. Mes chers amis, retenez bien les chiffres. Nous sommes en 1976. Les premiers cas de maladie font... Le premier cas fait apparition, touche 318 personnes et 220 trouvent la mort. Bon, si mes recherches sont bien, peut-être 280, mais je crois 220. 220 trouvent la mort. Nous sommes en 1976. Bien, vous connaissez, il ne faut pas que je m'attarde à répéter ce que vous connaissez déjà. Vous connaissez sans doute comment ce virus se propage. Et vous connaissez aussi quelles sont les règles d'hygiène minimum qu'il faut. Quelles sont les précautions d'hygiène, les bases qu'il faut au moins se faire pour éviter que la maladie ne se propage. Bien, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Voilà, nous sommes en 2014. En 2014 où je me dis, il y a eu une progression, donc un progrès relatif dans le domaine de la science. Nous sommes en 2014. Bien qu'ayant l'habitude de se répéter quelques rares fois dans cette
dans cette région du Congo, cette fois-ci prend naissance au Libéria. Fait quelques morts. On reste inactif. Voilà. Ok, c'est là. Personne ne bouge le tout petit bois. Le tout petit doigt autant pour moi. Ça ne gêne personne. Voilà, ça quitte le Libéria, ça tombe en Sierra Leone. Toujours personne. Et après, la Guinée, le Nigeria et bien d'autres, etc. Les autoproclamés sauveurs du monde, ils sont là, ils ne disent rien. Ils ne disent rien. Et maintenant, la question, voilà, ils ne disent rien. Et voilà, ok, la maladie progresse. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 3000 décès. 3000 de nos frères qui ont trouvé la mort à cause de cette maladie. Et bon, ce qui m'a intéressé donc, lors de mes recherches, et je suis tombé sur des trucs intéressants, donc ce qui m'a intéressé, c'est pourquoi on n'a pas pris le taureau par les cornes. Pourquoi on n'a pas pris le taureau par le corne au début de la maladie? Pourquoi cette coalition de l'inaction? Pourquoi on n'a pas commencé très tôt à venir en aide à ceux qui étaient frappés par cette maladie? Voilà, je suis tombé à quelques éléments de réponse que je vais partager avec vous. Donc, premièrement, le premier élément autant pour moi est que, voilà, ça ne les concernait pas. Donc, ça ne nous concerne pas. Ce n'est pas notre peuple. Premièrement, c'est pas chez nous. C'est pas, ça ne nous concerne pas. Et ça touche aussi les pauvres. Bon, c'est une fatalité, ça peut arriver. C'est en Afrique. Donc, avec Ebola ou sans Ebola, on meurt en Afrique. Donc, les gens vont mourir et la maladie va passer d'elle-même. Voilà. Donc, premièrement, c'est un problème. Ok, ce n'est pas notre peuple. Ce n'est pas notre histoire. Ça ne nous concerne pas. Et deuxièmement, on a constaté que les laboratoires étaient désintéressés. Pourquoi? Parce qu'encore, touchant les pauvres qui n'ont pas de l'argent pour ne serait-ce que payer les premiers soins, dont les plus petits soins, là, ils n'ont pas de l'argent pour payer. Et voilà, ils n'ont pas aussi de l'argent pour financer ces recherches-là. Donc, ils ne sont pas rentables. Voilà. On dit souvent en allemand pêche gratte. Donc, c'est leur malchance. Et voilà, la maladie évolue. Et troisièmement, là où le bas blesse, vous voyez, à une certaine époque ou bien année, il y a des hommes, les Américains se sont assis lors d'un consensus, comment on l'appelait, le consensus de Washington. Voilà. Ils parlaient de la démographie. Ils interpellaient le monde à faire attention. Parce que, soi-disant, d'ici peu, on aura un problème. Un problème de surpeuplement. Ils ont sorti le concept de malthusianisme. Et comme Ebola tombe bien, je dis bien malthusianisme. Et comme Ebola tombe bien pour assurer cette politique de dépopulation.
Donc laissons Ebola faire son travail. J'espère que vous comprenez. Et comme cela ne se sait pas, ou bien voilà, il y a le président de l'extrême droite en France, Jean-Marie Le Pen. Lors des débuts, lorsque la maladie commençait, il a déclaré ouvertement, Ebola va résoudre en 2 temps records, en quelques temps, les problèmes d'immigration. Ça va résoudre ces morts qu'on a sur nos côtes, sur les côtes de Lampedusa. Les vrais qui ayant marre de la politique, ayant marre des dirigeants qui ont plongé le pays dans la débrouillardise. Ils préfèrent tomber dans une aventure qui finit par la noyade dans les mers. Donc le président dit, disons, l'ancien président, autant pour moi, Jean-Marie Le Pen, il dit, voilà, laissons Ebola faire son travail d'ici, laissons un peu de temps Ebola, et là, on n'aura plus à avoir ces problèmes, on n'aura plus beaucoup d'Africains chez nous. J'espère que, je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, ils sont restés tranquilles, et maintenant nous sommes à un peu plus de 3000 morts. Ils trouvent que c'est beaucoup. Ils commencent à faire le tapage médiatique. On commence à montrer chaque jour au journal télévisé, voilà, il faut qu'on fasse, il faut prendre des mesures, il faut. Pourtant, mes chers amis, en 1976, il y a un chercheur britannique, lors d'une mauvaise manipulation, a été contaminé par le virus Ebola et a été guéri. Et comment? Par un sérum. Je dis bien, nous sommes en 1976. Par un sérum qui consistait à prélever les anticorps d'une personne guérie d'Ebola et l'injecter à un malade. Je dis bien, prélever les anticorps ou antigènes d'une personne qui a été malade et guérie et qu'on injectait à celui qui était malade. Et par la suite, il retrouvait la santé. Et comme on dit souvent, Dieu ne dort. Au début aussi, il y a eu 2 Américains qui ont été contaminés. Et aussitôt, comme le monde a bien voulu qu'il y ait des hommes différents, des hommes avec grand H. Comme ils appartiennent à ces hommes avec grand H, comme c'était maintenant leur problème, voilà, on les a évacués direct dans l'hélicoptère. Voilà, on les a évacués aux États-Unis. Et comme par miracle, ils ont été guéris. Pourtant, on chantait chaque fois aux médias, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de vaccin, il n'y a rien. Pendant tout ce temps, il fallait laisser un peu les Africains mourir. Maintenant, nous sommes à 3000 morts. On commence à faire le tapage. On veut jouer maintenant au Rambo. Aux sapeurs-pompiers, on dit descendons maintenant là. Allons intervenir. Voilà ces Africains-là. Ils ont une fois de plus montré leur incapacité de pouvoir résoudre d'eux-mêmes leurs problèmes. Allons maintenant les humilier aux yeux du monde entier et aux yeux de nos enfants. Donc que nos enfants qui grandissent là, ils imprègnent ça aussi dans leur tête. Que sans nous, eux ils ne sont rien. Sans nous, ils ne sont capables de rien. Allons les humilier, allons les finir maintenant. Et maintenant là, chaque soir à la télé, on montre les enfants des gens qui n'ont rien fait. Nos frères qui n'ont rien fait. Dans les brouettes, en train de mourir. Couchés dans des positions franchement pas catholiques, pas pudiques.
Mes chers amis, c'est vrai, la pauvreté n'est pas digne. Mais ce n'est pas une raison de se moquer de celui qui est pauvre. Même ici en Europe, ici où nous sommes, quand ces gens-ci pètent les plombs, ils tuent les familles, même les plus rebelles, les plus récalcitrants de criminels. Et ils pètent les plombs, ils égorgent leurs enfants. Quand on montre à la télé, on cache le visage. Parce qu'il y a le respect des droits de l'homme, le respect de la personnalité. Mais chez nous, ça n'existe pas. Nous ne sommes rien. Nous sommes hommes avec petit H. Hommes classés dans une autre catégorie. Parce qu'on est incapable de nous-mêmes de pouvoir prendre notre destin en main, de pouvoir gérer nos problèmes de nous-mêmes. Et tant que ça continuera, on sera toujours... On ne demandera jamais notre avis en ce qui concerne les problèmes du monde. Voilà. Donc maintenant, là, on joue au colonel Braddock. Il faut qu'on descende rapidement en Afrique, là. Éteindre le feu, quoi. Ouais. Bien, et mes chers amis, en fait, tout ce que j'ai eu à citer si haut, ce n'est pas un appel à un esprit belliqueux. Ce n'est pas pour charger vos cœurs de haine, non. Parce qu'il faut savoir tirer les leçons du passé. Cette haine a poussé à ce que nous perdions nos martyrs très tôt. Donc, pardon, je répète encore une fois de plus, ce n'est pas pour étirer la haine dans les cœurs, non. Ou bien pour charger la haine dans les cœurs, non. Parce qu'il faut saluer l'effort des Médecins sans frontières, qui avec les moyens qu'ils avaient sur la main, qu'ils ont sur la main, ont pu apporter des efforts considérables pour lutter contre cette maladie. Et ces Médecins sans frontières sont constitués des hommes d'autres peuples, qui n'avaient pas de famille là-bas, qui n'avaient rien là-bas qui les liait. Mais parce qu'ils sont humanistes. Et beaucoup en Europe le sont aussi. Sinon, vous n'auriez pas vos cas que vous avez partout là. Ce sont des gens qui croient en vous, qui vous respectent, qui croient qu'il peut avoir ce brassage, qui vous donne ces cas-là. Donc c'est tout simplement la politique européenne ou bien américaine qui est mauvaise envers l'Afrique. Bien, mes chers amis, voilà, aujourd'hui, on veut jouer au Rambo. Il faut qu'on aille supprimer rapidement la maladie. Et vous connaissez, selon les lois de la physique, il n'y a pas d'action sans réaction. C'est-à-dire, la main droite qui donne attend en retour par la main gauche. Donc, attend en retour quelque chose de la main gauche. Donc, la conséquence directe de cette action, de ce sauvetage, c'est quoi? C'est la dette, mes chers amis. C'est la dette. Je m'explique. La dette que le FMI surveille de très près. En faisant comment? Voilà, dans la majorité de nos pays, là, nous travaillons, et les bénéfices qu'on a rassemblés annuellement, donc chaque année on travaille, on fait des bénéfices, c'est FMI, le Fonds monétaire international. Il fixe un taux et nous impose de verser dans leur banque
pour qu'ils deviennent davantage de plus en plus riches et nous de plus en plus pauvres. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc vous travaillez, vous vous battez, vous avez des bénéfices. Voilà, maintenant on dit, ok, même pas, on ne vous laisse pas le choix de dire, ok, voilà, on sait que peut-être on va payer plus tard, mais actuellement on a des problèmes ici. Est-ce qu'on peut attendre, essayer de résoudre ces problèmes? Non, on s'en fout. On vous impose un taux que vous allez verser dans leur banque. Là, ils se développent, ils se disent toujours ils deviennent de plus en plus puissants. C'est vrai, c'est bien, c'est normal. Et vous, de plus en plus pauvres. Mes chers frères, même si on doit dire, si on revient même à cette pauvreté-là, pauvre, c'est selon leur définition. Parce que selon notre définition, selon la nôtre, je vais vous poser 2 questions et vous allez répondre de vous-même. Première question. Mes chers amis, mes chers frères, est-ce qu'avoir des hectares de terre fertile, des hectares de terre très très fertiles, c'est être pauvre? Point d'interrogation. Vous allez répondre. Est-ce qu'avoir un bon climat, une bonne végétation, une faune puissance, une flore puissante autant pour moi, donc une grande faune, des minéraux, est-ce qu'avoir tout cela font de nous des pays pauvres et très endettés, ou bien pauvres? Point d'interrogation, vous allez répondre. Et même si on veut revenir à la dette, mes frères, vous connaissez autant que moi, de par l'histoire, que nos ancêtres ont travaillé un siècle, des siècles, je ne sais même pas, peut-être plus de 100 ans, sans rémunération quelconque, sans avoir un jour eu à recevoir un centime de la sueur de leur front. Laissons même ça. Ils travaillaient comme ça dans des conditions, franchement, pas humaines. Et aujourd'hui, c'est nous qui les devons. Ok, vous êtes fort, non? On vous doit. Il n'y a pas de problème. Donc, mes chers amis, vous voyez, en fait, ces bénéfices-là, ces bénéfices, comme je l'ai dit si haut, si c'est que on voulait qu'on se développe, on devait nous laisser injecter ces bénéfices dans des zones enclavées, dans des domaines enclavés pour sortir la tête de l'eau. Mais la question est à savoir, est-ce qu'ils veulent cela? Est-ce qu'ils veulent cela? Non, je n'en sais rien. Et je crois que les exemples montrent d'elles-mêmes et donnent la réponse à tout un chacun. Bien, vous savez aussi que c'est toujours très facile, très très facile, de jeter la faute sur l'autre, de jeter la faute sur les étrangers, de jeter la faute sur nos présidents. Mais qu'avons-nous fait? Posons-nous la question à savoir ce que nous avons fait à notre niveau pour changer. Non, on n'en a rien fait. On attend aussi toujours. Bien avant d'entrer dans ma petite vision que j'ai, il faut d'abord que je revienne sur le virus Ebola. Franchement, mes chers frères, si c'est qu'il y a un compte, parce que je ne sais pas, s'il y a un compte ou bien
un dispositif qui a été mis sur pied pour venir en aide aux gens touchés par Ebola. S'il vous plaît, communiquez-nous cela sur cette plateforme. Les gens de bonne foi pourront donner ce qu'ils ont pour venir en aide à ces gens touchés. Parce que posez-vous la question, c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose. C'est maintenant qu'on doit se réveiller. C'est maintenant. Posez-vous la question à savoir, si au départ de cette maladie, nous avions de l'argent quelque part, qu'on prenait et on mettait là-dedans, on injectait pour essayer d'éradiquer, est-ce qu'on serait à 3000 morts? Je ne crois pas. Mes chers amis, c'est parce que... Donc, je reviens aussi. Et je crois que il y a eu un moment, ce Iceberg Challenge. Beaucoup de nos frères l'ont fait. Beaucoup ont versé des damjans d'eau sur la tête. Certains sont tombés même dans les piscines. Et qui n'était pas mauvais. En fait, c'était pour venir en aide, pour soutenir la recherche sur cette maladie qui entrave les nerfs. Donc, qui vous rend prisonnier dans votre propre corps. C'est pas mauvais. Mais copions le bon exemple. Faisons aussi quelque chose pour nos frères. Venons-leur en aide. N'attendons pas toujours. N'attendons pas toujours l'aide, que l'aide va venir du ciel. Ou bien ça va venir je ne sais où. C'est maintenant qu'il faut faire quelque chose. Donc ma proposition, c'est quoi? Vous savez, il ne faut pas oublier que ces présidents-là ont gâté le pays avec la corruption. Donc ils ont accentué à un niveau pas possible. Une corruption. La corruption sévit le pays. La corruption tue le pays. Ça a gâté les mentalités. On se demande même si, ok, si on avait même annulé ces dettes-là, est-ce que ces gens-là auraient même mis cet argent-là dans ces domaines même que on dit que c'est enclavé? Non. Voilà, ces gens même, ils ont prôné le favoritisme au mérite. Donc nous sommes dans une société où les pauvres deviennent de plus en plus pauvres et ceux qui ont un peu les connaissances, les relations, s'en sortent. Parce que même si tu es idiot, on te prend, on met dans un poste, tu manges ta part, tu tues les gens capables, n'ayant pas les moyens, ils se retrouvent comment dire, ils se retrouvent dans des domaines qui allaient faire le marché. La seule issue au Cameroun, si on n'est pas professeur, on n'est pas enseignant, on va faire le marché. C'est ça chez nous. Est-ce que c'est le blanc qui a mis la corruption là? Ce sont eux qui ont favorisé, qui ont prôné ce favoritisme? Non. C'est nous, les mentalités, mes chers amis. Et c'est maintenant qu'il faut changer ça. Et comment? On ne change pas par de beaux discours. Non. C'est pas des exemples. C'est pas des faits. Et comme je dis, une seule main, le résultat d'une seule main ne peut pas être comparé à celui de 1000 mains, des milliers de mains, des millions de mains. Non. Il est temps pour nous de s'asseoir, Camerounais de la diaspora, de s'asseoir, d'essayer de créer une microfinance. Je sais que c'est possible. De créer une microfinance là où on peut verser, ne serait-ce qu'annuellement, peut-être 10 euros. Je ne sais pas. Selon les possibilités de chacun, mettons à la base 10 euros. Pour pouvoir venir en aide à ces gens
au Cameroun qui ont la volonté de faire quelque chose et non pas les moyens pour pouvoir investir. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra mettre la population, le peuple derrière nous et commencer à changer petit à petit. Et si on a l'affluence, on peut commencer à combattre cette corruption. Parce que si on a les moyens, si on a le peuple derrière nous, on peut maintenant aller frapper dans les grandes portes là ou bien soutenir les pauvres qui sont bloqués parce qu'on les demande de verser de l'argent pour avancer. Mes chers amis, c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose. Vous savez par vous-même, c'est l'argent qui dirige le monde. C'est l'argent qui dirige le monde. Vous êtes sans ignorer qu'il y a une commission panafricaniste qui passe leur temps chaque fois à débattre, à essayer de faire passer les projets de développement de l'Afrique. Les projets de développement que nos martyrs avaient laissés, les Patrice Lumumba, les Thomas Sankara, les Houphouët-Boigny et bien d'autres. Vous le savez, vous tous. C'était des gens qui ont eu une vision de développement de l'Afrique très, 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 très poussée. Et peut-être, si l'occasion m'est donnée, je ferai une autre vidéo pour essayer d'en parler de ces projets de développement. Et c'est sûr, vous êtes aussi tombé, d'après vos lectures, sur Cameroon Voice. Il y a, je crois, quelqu'un qui a publié les idées qu'avaient nos martyrs à l'époque. Et c'est des idées franchement formidables. Je dis bien formidables. Donc, mes chers amis, unissons-nous. Unissons-nous. Il y a un jeune écrivain du membre du TER qui a dit un truc qui m'a franchement marqué. Il a dit ceci. Au lieu de se soutenir et marcher main dans la main, on préfère se déchirer et faire des hommes dans la souffrance et créer des hommes dans la souffrance qui certainement, autant pour moi, qui certainement seront aussi des donneurs de souffrance demain. Je ne sais pas si vous comprenez. Qu'au lieu de se soutenir, marcher main dans la main, on préfère se déchirer, se quereller, voilà, pour avoir cet état de guerre et cet état d'instabilité qu'on a chez nous. Et comme on ne peut pas aussi s'abstenir, on ne supporte pas le délestage, on pompe des enfants qui viennent aussi continuer à souffrir à leur tour. Et qui feront aussi la même chose. Il a dit cela, et moi je dis ceci. Mes chers amis, mes chers frères, ce sont d'être des apprenants. Nous apprenons déjà depuis longtemps. Depuis les indépendances, on est toujours en train d'apprendre. Ce sont d'être des apprenants. Ne soyons non plus des donneurs de leçons, mais posons des actes. Posons des actes. Commençons à penser à nous. Commençons à penser au développement de chez nous. On ne demande pas aux gens d'être tous les Samuel Eto'o pour promouvoir leur pays. Non. Et vous avez beau être tous des Samuel Eto'o. Si vous n'avez pas arrangé votre derrière, si vous n'avez pas arrangé le cheveu, vous ne serez jamais respecté. On ne demandera jamais votre opinion quand il s'agit des affaires du monde. Et tel est le cas. Avant, c'était la même chose chez les Chinois. Je ne crois pas que c'est avec la guerre ou bien la haine. Parce qu'à l'époque aussi, à la télévision, je crois à l'époque quand je faisais troisième, mais
j'ai aussi eu à dire les géants au pied d'argile. Donc, traiter les Chinois des géants au pied d'argile. On montrait des documentaires à la télévision, à la CRTV même. Combien de fois ici? Parce qu'ici, on montre seulement à la télé comment les gens meurent de faim. L'Afrique, c'est seulement les guerres. On montre, c'était la même chose pour les Chinois. Mais si c'était pas pour eux une façon peut-être de se rebeller, non, ce n'est même pas venu à l'esprit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont copié. Mes chers amis, ils ont copié ce qui était bien pour aller mettre chez eux. Et aujourd'hui, je vous assure, les gars ont baissé la garde. Et nous, les Warman, nous sommes partout. Et copions partout dans le monde entier. Tout ce qui est bien là, on met ça chez nous. Créons cette microfinance, la diaspora, et qu'on commence à investir. Pas créer une microfinance et que les gens vont gérer au pays. On crée un truc que nous-mêmes, on va gérer et décider nous-mêmes là où on veut mettre, dans quel secteur il faut injecter cet argent, dans quel secteur d'activité qui peut aussi rapporter. Mes chers amis, il faut qu'on apprenne. Le monde ici est capitaliste, donc ça veut dire, même chez nous, là où on investit, on n'est pas à l'époque où on doit seulement aller peut-être acheter les lits à l'hôpital, ceci. Ouais, on peut faire ça. Mais que ça soit les bénéfices d'un truc qu'on a lancé au pays qui est en train d'embaucher les gens. Ça embauche les gens, ça porte les revenus et ces revenus, maintenant, on injecte comme ça. Faut pas qu'on retombe dans les mêmes erreurs, qu'ils attendent toujours, on est touché, on est à bout de force, ils viennent avec les aides de la nourriture. On mange, on ne nous apprend pas comment on peut faire pour avoir soi-même cette nourriture-là. Non, en fait, ne voyez pas ça sa première forme. Prenez ça un peu à sa forme secondaire et vous généralisez avec beaucoup d'aide qu'on a eu à nous apporter là. Mes chers amis, c'est ensemble. Il y a, voilà, vous voyez vous-même, il faut que le Warman soit un exemple. Il ne faut pas être docteur, il ne faut pas être je ne sais quoi, faire des études jusqu'à... Il faut tout simplement avoir des idées. Voilà une idée qu'il a mis sur pied qui est franchement magnifique. Magnifique. Il a fait avec les moyens qu'il avait sur la main. Donc, il est question aujourd'hui que les Camerounais puissent oser. Oser, si on a des idées, qu'on essaye. On ne perd rien en essayant. Parce que tant que tu n'as pas essayé, si tu as essayé, ça ne donne même pas. Au moins, tu auras essayé. Tu seras différent de celui-là même qui avait quelque chose et a eu peur d'essayer, a eu peur, ou bien a eu honte, ou bien s'est découragé très tôt. Osons, c'est le moment. C'est le moment. Créons, c'est l'argent qui dirige le monde, mes amis. Créons cette microfinance. Nous sommes déjà nombreux. On commence déjà, je ne sais pas. Il faut que les gens qui s'y connaissent se dénoncent et disent comment on peut faire. Les gens qui s'y connaissent, qui débattent encore, où est-ce qu'il faut qu'on crée la base de cette microfinance soit au Cameroun? Est-ce qu'il faut que ça soit quelque part, je ne sais pas, peut-être en Amérique, en Europe? Il faut que ça soit là où c'est sûr, où personne ne peut avoir la main mise. Peut-être si c'est ici, ils peuvent aussi avoir la main mise et nous tuer les taxes, on ne sait pas. Si c'est aussi chez nous, peut-être ces gens-là peuvent faire comme ça, là, ils prennent aussi ça en otage, on ne sait pas. Donc dans tous les cas, il faut qu'on réfléchisse mûrement, ensemble. Donc, mes chers amis, mes chers frères, essayons, osons, osons, arrangeons notre derrière.
Ce n'est que comme cela qu'on pourra nous donner aussi notre petite place. Ce n'est que comme cela qu'on pourra nous voir autrement. Soyez individuellement je ne sais pas. Soyez individuellement, hein, individuellement, tous de Samuel Eto'o. Non. Vous seriez toujours comme on sera tous. Vous seriez, quand vous arriverez dans certains domaines, on va toujours taper les poitrines en disant que vous n'êtes rien. Vous comprenez? Quand je dis taper les poitrines, voilà. Vous comprenez? C'est des trucs réels. Et c'est normal. C'est dans toute société. Dans les sociétés, il y a des gens qui sont bien. Et il y a aussi des gens qui sont mauvais. Et c'est la même chose chez nous. Il y a aussi des gens qui sont bien. Beaucoup de gens même qui sont bien. Il y a aussi des gens qui sont très très mauvais. Et c'est ça la société. On fait avec. Voilà. Et j'interpelle aussi. Parce qu'il y a une vidéo de notre confrère Claude Wilfried de Francfort qui circulait. Donc il a fait une vidéo pour interpeller les Camerounais de s'intéresser à la lecture. Parce que quand on lit, quand on s'informe, on voit les choses différemment. Donc mon ami Claude, mon frère Claude de Francfort, un salut quoi. Donc mes chers amis, lisons aussi, lisons beaucoup pour ne plus nous laisser aussi manipuler et copions les petits exemples qui sont ailleurs là. Nous sommes ici, pourquoi on veut manger le riz sauce arachide? On a l'arachide fini là. Il y a une société qui fait ça fini, ils embouteillent. Mais au Cameroun, c'est depuis des décennies qu'on grille toujours, on écrase. Pourquoi pas on ne peut pas créer aussi une petite société qui fait déjà ça? Donc qui demande, qui encourage aux gens de cultiver les arachides en masse et ils font ça et que quand maman veut faire le riz sauce arachide, elle n'a plus besoin de perdre d'abord le temps pour griller et après écraser. Non. Au Cameroun, on mange les pommes, les mettit en chou. Je suis Tchang. Je suis Tchang. Et là, on mange les pommes pilées. Depuis des générations. La même façon dont on consomme les pommes, soit c'est les pommes pilées, soit c'est les pommes malaxées, ou bien c'est les rares fois les frites de pommes. Voilà, on découpe un peu, on met dans l'huile. Mais vous savez sur combien de formes les gens mangent les pommes ici? Vous ne pouvez pas imaginer. On ne peut même pas compter, c'est beaucoup. Soyons aussi innovatifs. Il y a des régions là-bas au Cameroun. Comme nos parents pilaient les noix avec les pieds là. C'est comme ça, des générations après, on fait la même chose. Voilà les gars, je vais arrêter.